sur... Exact, ça s'est bien passé. Nous avons eu ce matin à 8h30, 1h15, 1h30 de débat et d'intervention de l'Agence de l'eau et de Météo France pour éclairer les conseillers départementaux de la Haute-Savoie sur l'état actuel de nos connaissances scientifiques concernant l'évolution du climat, l'évolution de l'hydrologie, la pluviométrie et le débit de nos cours d'eau, et les outils scientifiques qui sont à notre disposition pour l'aide à la décision publique et notamment la présentation de l'étude d'hydrologie du Rhône et les études ClimSnow portées par Météo France, financées par le département, qui permettent aux élus du département, mais aussi aux élus des maires de stations de ski, d'avoir une approche très précise, scientifique, du niveau d'enneigement d'aujourd'hui et de demain de leur station. Et puis, nous avons enchaîné par une commission permanente, jusqu'à il y a 10 minutes, où nous avons voté un certain nombre de sujets en commission permanente. Je vous invite à vous rapprocher du cabinet. La communication va vous faire passer tout ça parce qu'il y a pas mal de dossiers intéressants qui ont été votés en commission permanente. J'ai reçu le pouvoir de M. Desplantes qui donne pouvoir à Mme Duliège, M. Payex qui donne pouvoir à Mme Termoz, M. Verdonnet qui donne pouvoir à Mme Bouchet. Madame la députée, vous acceptez d'être secrétaire de séance? Attends, laisse-moi finir toute la présentation du baratin, s'il te plaît. Surtout que je ne sais pas ce que tu vas dire en plus. Vous acceptez d'être secrétaire de séance? Merci beaucoup. Je vous demande de bien vouloir accepter le dossier numéro 15, la direction assemblée portant sur une information à l'Assemblée sur la prise en charge des dépenses engagées par le président du conseil départemental de l'exercice de ses fonctions de représentation du département. C'est la loi, je crois que je ne sais pas si c'est nouveau, je ne sais pas si ça se faisait avant, j'en sais rien, puis on s'en fout. Je dois présenter les frais du président à l'Assemblée départementale. Normalement, c'est tous les 6 mois, je crois, ou une fois par an. Et donc, vous aurez une information qui vous sera donnée sur les frais engagés par le président du département. Et puis, vous avez reçu le projet de libération correspondant vendredi via DocaPost. Donc, je vous demande l'autorisation de bien vouloir rajouter ce point. Pas de problème. Le conseil est éclairé. Je peux mettre au voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. Enfin, notre Assemblée doit approuver le procès-verbal de la séance publique du 26 juin 2023, dont un exemplaire a été mis à votre disposition. Est-ce que le compte-rendu est fidèle? Vous l'avez lu, pas de problème. Je peux le mettre au voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. Avant de passer la parole au président Rubin, permettez-moi, comme c'est la dernière séance avant le mois d'août, et donc avant la traditionnelle pause estivale, bien méritée pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les journalistes, j'imagine. On en a tous bien besoin, à commencer par moi. Permettez-moi de remercier les services du Conseil départemental de la Haute-Savoie, puisque nous sommes 2 ans après les élections, 2 ans après le renouvellement de l'exécutif. Et il y a un travail remarquable, encore une fois, qui a été fait depuis 2 années, notamment l'année qui vient de s'écouler. Donc, permettez-moi, Monsieur le Directeur général des services, de vous renouveler mes remerciements et les remerciements à l'ensemble des équipes du département. Et puisqu'on est en séance, également au service de la séance, je pense que c'est partagé par l'ensemble des conseillers départementaux. Je voudrais également remercier, bien sûr, les élus, mes chers collègues, vous remercier parce qu'on arrive au bout de 2 ans, à la fin de la période d'évaluation des politiques publiques, et de la mise en place des nouvelles politiques. On a quasiment présenté tous les plans, tout est voté, et donc à partir de septembre, on est dans le calendrier que je m'étais fixé, qu'on avait fixé ensemble, c'est-à-dire au bout de 2 ans, terminer l'évaluation des politiques publiques. Maintenant, on rentre dans la mise en œuvre de ce sur quoi on a bossé depuis 2 ans. Donc, on va dérouler les plans. Ça ne veut pas dire qu'on n'inventera pas des nouveaux trucs, hein, mais on rentre maintenant dans un régime de croisière. Et c'est tant mieux parce que le rythme a quand même été chaud bouillant depuis 2 ans. Voilà. Puis permettez-moi de faire un clin d'œil à cette Haute-Savoie qui est unique, à ses communes, ses communautés de communes, et puis à ses habitants, et puis à tous ceux qui viennent en vacances chez nous. Plus que de grands commentaires sur les 10 derniers jours. L'étape du Tour amateur, avec 15 000 cyclo-amateurs du monde entier, entre Annemasse et Morzine, plus de 50 000 accompagnants, suivi de 3 étapes du Tour de France magiques qui ont pulvérisé les records d'audience depuis plus de 30 ans sur France Télévisions. Annemasse, Morzine, Léger, Saint-Gervais,
la journée de repos, le contre-la-montre mythique qui est passé par la côte de Domancy et qui donne un prémisse des championnats du monde UCI 2027 de Salanches qui passeront par la côte de Domancy pour arriver à Combloux. Et puis enfin, le départ le lendemain matin de Saint-Gervais pour aller à Courchevel, avec au milieu la présentation du Tour de l'Avenir 2024 avec la première édition femme du Tour de l'Avenir présentée à Saint-Gervais, dont la Haute-Savoie sera de nouveau à l'honneur grâce à Catherine Megève, qui aura une arrivée et un départ. Et Saint-Gervais aura, je ne sais pas, si je crois qu'il y a une arrivée ou un départ. En tout cas, il y a on est deux étapes grâce à Saint-Gervais, grâce à Megève, de la première édition du Tour féminin de l'avenir. Voilà. Vous n'êtes pas descendu de ce moment fantastique du Tour de France, que vous vous arrêtez à Cluse et vous avez le master de pétanque qui, dans sa catégorie retransmis sur Eurosport, Jean-Philippe, est un des plus grands événements planétaires de la pétanque avec les 30 meilleurs joueurs du monde, qui sont des vrais artistes. Vous enchaînez le soir avec les premières soirées du festival de jazz à Bonneville, du festival Guitare en scène à Saint-Julien. Vous avez la beach party dans le Chablais d'Aix-en-Vey. Vous avez le festival, je ne sais pas le nom précis, Josiane Lem pardonnera, à Évian, qui est en même temps. Vous avez la première édition de Montjoux à Thonon. Vous avez dans sa catégorie un événement international aussi dans le même week-end avec le jumping à Megève. Si vous n'avez pas le vertige, vous avez la possibilité de voir à Taninges les pompiers professionnels de Paris, la section gymnastique des pompiers professionnels de Paris à Taninges qui ont fait une démonstration et qui sont présents en Haute-Savoie. Dans le même temps, on prépare la fête du lac sur le paquet activement à Annecy. Bref, c'est ça la Haute-Savoie au sommet et c'est tout simplement ça, la magie de la Haute-Savoie. Tout ce que je viens de dire, ça s'est passé en 7 jours dans le département de la Haute-Savoie et j'en ai sûrement oublié, je m'en excuse, mais c'était juste magique, quoi. C'était juste magique et j'imagine comme moi et même les collègues journalistes que vous avez eu des SMS de tous les gens que vous connaissez partout en France qui ont dit mais qu'est-ce que ces images fantastiques de la Haute-Savoie avec la mise en valeur de tous les lacs, de toutes nos montagnes. Voilà, donc je voulais vraiment me permettre d'insister sur ce point et puis de dire que tout ça se fait grâce à vous, grâce au maire, président de l'association des maires, grâce au service du département, grâce aux gendarmes, grâce aux pompiers, grâce aux hôpitaux, grâce à la préfecture, grâce à une mobilisation parce qu'on marche tous main dans la main. Et donc, c'était vraiment une semaine de dingue. Moi qui ai essayé de faire pas tous les événements que j'ai cités, mais quand même, j'en ai fait une bonne partie. C'était quand même un truc de dingue. Un truc de dingue. Voilà. Et merci à la presse d'avoir bien relayé ça. C'est quand même mieux d'être journaliste ici que dans le Cantal. Hein. Même si j'ai rien contre le Cantal. Mais c'est quand même mieux, comme nous, d'être ici que n'importe où ailleurs en France. Voilà. On est le plus beau département de France. Monsieur le Président, pour préciser une petite confirmation, Megève est ville d'arrivée et Saint-Gervais est ville de départ pour le Tour de l'Avenir féminin. Donc, c'est ce que j'ai découvert ce matin-là, parce que je n'avais pas compris pourquoi je montais là-haut. Et c'est bien ce que j'avais compris, que tu étais ville d'arrivée et Saint-Gervais était ville de départ. Donc, première édition du Tour de l'Avenir féminin. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous et merci encore une fois au service du département qui ont fait un boulot énorme pour que tout se passe bien et notamment le service voirie, Lionel et Patrice Vivier. Vous avez vu à la cadence où il tourne, l'état des routes va devenir un élément, on va beaucoup discuter avec Christian Prudhomme, vu les performances des cyclistes et notamment ce qu'ils font dans les descentes. Moi, j'ai fait Annemasse Morzine dans la voiture avec les coureurs qui bourrent la bagnole de Christian Prudhomme dans le pare-choc. Je ne sais pas comment ils font. Moi qui fais du vélo, je ne sais pas comment ils font. Mais écoutez bien ce que je vous dis, la qualité de voirie, compte tenu des performances des cyclistes, va devenir un élément prépondérant dans le choix des étapes du Tour de France, notamment dans les trucs de montagne, parce qu'on ne peut plus se permettre qu'il y ait le moindre trou dans une route, vu que les mecs descendent à 100, 110 km/h en vélo. Hein. Donc vraiment, on a eu des félicitations de toute l'organisation et des félicitations adressées aussi aux communes que j'ai citées tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Ça me faisait du bien de vous le dire et parce que je le pense profondément.
Président Rubin, vous avez demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, rien à voir avec l'ordre du jour. Petite parenthèse symbolique, parce que vous êtes en capacité à le faire avec beaucoup d'attention pour les autres. On voudrait vous féliciter pour cette belle distinction de la Légion d'honneur qui vous a été remise dans le contingent du ministère de la Transition écologique qui vous va très bien. Mais depuis tout votre investissement dans le milieu de la politique, notamment la présidence de l'ANEM, le Conseil national de l'air, le comité de bassin Rhône-Méditerranée, et puis sans doute pour cette grande capacité de travail qui nous tire vers l'avant. Voilà, félicitations encore une fois, c'est bien mérité. Il y en a d'autres autour de la table. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Nicolas, merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements. On aura l'occasion, je ne sais pas quand, par qui, je ne sais pas, parce que j'ai pu vérifier la légende que d'autres ont pu vérifier et que d'autres vérifieront en leur temps dans cette salle. C'est qu'en fait, c'est complètement dingue. Le secret est gardé complètement et totalement. Et en fait, vous l'apprenez à 6 heures du matin par 14 SMS, dont moi, c'était des SMS principalement des pompiers. Et donc, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui s'est encore passé? Et en fait, vous découvrez ça par SMS le matin de bonne heure. Donc, merci beaucoup, merci pour l'établissement. Et je voudrais dire que je la partage avec bien évidemment ma famille, parce que si on est là, c'est qu'on a eu des parents, sinon on ne serait pas là, dans la définition. On a des familles qui ont supporté l'insupportable, mes collaborateurs, mes collaboratrices, et puis tous les élus et les responsables de la société civile qui m'ont toujours soutenu, et puis ma binôme qui prend le relais de tout ce beau monde et qui me supporte au quotidien. Donc, merci beaucoup, on aura l'occasion de partager le verre de l'amitié. Allez, on peut attaquer l'ordre du jour. Donc, Madame Beurrier, pour l'actualisation du règlement départemental d'aide sociale, en associant la présidente de la commission. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, une délibération pour nous permettre de pouvoir valider donc, des modifications et des créations de fiches dans le règlement départemental d'aide sociale qui avait été adopté donc, en novembre 2020. C'est un document de référence donc, pour les usagers des aides sociales et les partenaires du département. Et donc, il définissent les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide. Et donc, dans les modifications, donc on a 33 fiches qui sont modifiées, 3 qui sont créées et qui concernent les termes de l'autonomie, de l'enfance et famille et du logement et de l'habitat. Elles sont toutes présentées en annexe et ils vous ont donc demandé de bien vouloir acter ces modifications et de les approuver. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. J'associe la commission. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Je reprécise à la presse que tous les dossiers qui sont présentés en séance publique ont bien évidemment été débattus en bureau, en commission, ont été instruits en amont, donc tous les élus sont parfaitement informés et ont déjà très largement donné leur avis et débattu sur le sujet. Merci beaucoup. Subvention d'investissement à l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie, reconstruction de l'Institut Guillaume Belluard à Annecy. Madame la vice-présidente Estelle Bouchet, j'associe la présidente de la commission. Juste préciser que c'est un service pour enfants et adultes et dont le projet s'élève à plus de 9 millions. Et il est à noter aussi que c'est une compétence exclusive de l'ARS, mais d'une manière volontariste, suite à la demande de l'association. Une subvention sera attribuée à la même hauteur que l'ARS, à savoir plus d'1 135 000 €. Voilà, Président. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Madame la présidente de la commission. Oui, Monsieur Tardy. Oui, juste préciser que la DMC 74 a changé de nom et s'appelle maintenant Alpisia. Ah, exact, j'ai oublié de préciser. Depuis le 23 mai. Très bien, on va rectifier. La commission, c'est qui? C'est Madame Gay ou Madame Lay, là? Madame Lay. C'est tout bon, Madame Lay? Et donc, avant, c'était Madame Gay pour le règlement social. Allez, pas de problème pour l'Institut Belluard, c'est très, très bien. On va vraiment faire en sorte dans ce mandat de moderniser tous les établissements du handicap qu'on avait besoin, c'est très, très bien. Et ils sont confrontés, comme tout le monde, je le dis à la presse, hein, quand vous lancez un projet comme ça, il y a 4 à 5 ans de décalage entre le moment où vous lancez le projet puis au moment où les travaux se réalisent. Et le problème, ils sont confrontés à tout le monde, c'est que ça coûte 30 à 40% plus cher par rapport aux estimations qu'ils avaient faites il y a 4-5 ans. Donc, si on n'y va pas, le projet ne se fait pas. Voilà, ce n'est pas compliqué. Donc, il faut y aller. Allez, le conseil est éclairé. Je peux mettre aux voix. Pas de vote contre l'abstention. Et aussi, très important, je précise, parce que ça, on y est très attaché,
avec Arthur Lavie, Latour, Machilly et celui-là, on en aura fait dans les coins du département. C'est réparti équitablement dans tous les coins du département, dans tous les bassins de vie. Et qui ne sont pas notre compétence, Président. Pardon? Et qui ne sont pas forcément de notre compétence Et ce n'est directe. pas notre compétence, on est dans une démarche volontariste, vous avez bien fait de le préciser. Mais il y en a pour tout le département. Allez, pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Toujours Madame la vice-présidente Estelle Bouchet pour l'aide à la réhabilitation de logements sociaux en associant Aurore Thermose. Oui, Président. Donc là, en fait, il est proposé au vu du plan 2022, d'attribuer aux organismes HLM Haute-Savoie Habitat, Alpage, Léman Habitat et SA Mont-Blanc un montant de subvention de plus de 10 900 euros, 10 millions, excusez-moi, un peu moins de 11 millions d'euros au titre de la programmation 2022-2023 pour la réhabilitation de 2034 logements sociaux. Voilà, il s'agit bien évidemment d'un droit de réservation qui est attribué au conseil départemental en lien avec la subvention. C'est une nouveauté, on ne l'avait jamais fait avant. On essaye d'augmenter notre contingent de réservation. Donc voilà, Président. Et ici, on récupère 546 logements. Madame Thermose, merci beaucoup Madame Bouchet. Madame Thermose, Je ne conseillère prends pas déléguée en part au charge du vote. logement. Je ne prends pas part au vote, mais effectivement souligner quand même le nouveau dispositif qui nous permet effectivement de grappiller du contingent afin de répondre à ta commande qui est de favoriser le logement de nos personnels et des personnels des établissements médico-sociaux. Très bien, très très bien. Bravo, félicitations. Allez, pardon? Vous non plus. Très bien. Bon, il faudrait quand même qu'il y en ait au moins 15 qui votent. Madame, allez, les services feront, je le dis à la presse, on fait très attention à ce que un élu qui siège dans une association ne prenne pas part au vote quand il y a une subvention qui est donnée à cette association. Donc, si les services veillent au grain et dans le compte-rendu, ils font gaffe à ce que ce soit bien conforme pour pas qu'un élu soit embêté malgré lui, parce qu'on pourrait être embêté malgré nous. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé, ils ont eu des problèmes. Allez, je peux mettre aux voix. Il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Dossier très important, la coopération décentralisée pour des pays qui n'ont pas la chance d'être favorisés comme nous. Madame Beurrier, je la remercie de s'en occuper et d'avoir aussi bien retoiletté le dispositif. Je ne suis pas seule puisque le jury qu'on a présidé s'est effectué avec Madame Gay comme présidente de commission et Madame Gonzo-Massol cette année. Très bien. Donc, on fait depuis l'année dernière un appel à projet pour cette enveloppe qui est une enveloppe fermée qui est de l'ordre de 100 000 euros donc, chaque année. Donc, voilà, et pour lequel donc, on a reçu cette année de nombreux projets. On vous propose aujourd'hui, on en a reçu 21 exactement et on en a retenu 13. Donc, le règlement est assez clair. On est sur des questions d'appel à projet qui concernent l'égalité, l'accès au droit, le développement éducatif, sanitaire et social. Sur les questions d'environnement, gestion des ressources, c'est exclusivement des associations qui sont implantées en Haute-Savoie ou qui ont un lien particulier avec la Haute-Savoie. Entendez par là une association générale, mais qui a une antenne vraiment dans notre territoire. Et donc, l'association doit disposer d'au moins une année d'existence. C'est 20 000 euros maximum donc, par projet et il doit y avoir à minima un autofinancement de 50%. Donc, il y a des règles très précises. Vous découvrirez donc dans la délibération les pays qui sont les plus concernés, donc le Bénin, la Bolivie, le Niger, le Mali, Madagascar, Burkina Faso. On est vraiment sur des territoires voilà, qui sont malheureusement bien moins privilégiés que nous. Et donc, on a une répartition à vous proposer qui fait 84 000 euros dans la délibération. Et à noter qu'on avait déjà pris une délibération concernant les puits du désert. Donc là, on est à 89 500 euros donc, de consommation de crédit pour l'année 2023 sur les 100 000 qui avaient été projetés. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, et merci à Madame Gonzo-Massol et à Madame Gay. D'ailleurs, elle n'est pas là, Valérie? Elle est en vacances. Ah, très bien. Je n'ai pas vu de pouvoir. Il n'y a pas une boulette, non? Très bien, c'est son droit. Pas de commentaire. Donc, merci à Valérie et merci à Agnès Gay beaucoup, et merci à Madame Beurrier, c'est super. Allez, est-ce qu'il y a des questions?
Sachez qu'on va demander de la lisibilité aussi, parce que pour avoir fait 1 ou 2 déplacements dans ces contrées éloignées, c'est important aussi qu'on puisse vous faire un retour. Et donc, on aura des premiers retours après les 2 années là, dans le projet qui pourront vous être faits dès l'année prochaine et vous montrer la visibilité du département dans certains endroits reculés de la planète. Passez à la presse 1 ou 2, tous les projets sont bons par définition, mais passez à la presse 1 ou 2 sujets un peu qui mérite peut-être, ça mériterait un peu, enfin, faites comme vous voulez, mais si vous savez un jour que vous ne savez pas quoi faire, qu'il vous manque un trou dans la page, vous pourriez faire un beau papier sur un projet comme ça, non pas pour mettre en valeur. Sur la formation agricole, d'éducation, de la construction d'écoles. Enfin, l'idée, c'est vraiment l'autonomie de ces territoires pour que justement, on puisse les accompagner pour qu'ils puissent, je dirais, évoluer le mieux possible et gagner en autonomie, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Le conseil est éclairé? Merci beaucoup. Pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Autre dossier très important, méconnu, complètement méconnu, mais là, ça va changer, on va le faire savoir. Le département fait un boulot monstrueux dans ses PMS et avec son personnel et à travers les hôpitaux, avec une somme d'argent qui est très importante sur l'éducation et la santé sexuelle. Donc ça, c'est très, très important. Madame la vice-présidente Christelle Beurier, avec Madame Agnès Gay, la présidente de la commission et toute la commission. C'est ça. Donc, on va vous proposer aujourd'hui de renouveler des conventions qui lient le département donc, avec les centres de santé sexuelle qui s'appelaient, autrement dit, auparavant les centres de planification et d'éducation familiale, donc ce que les jeunes filles appellent les plannings, de manière générale. Donc, ces missions de planification et d'éducation, ils sont donc propres dans les conseils départementaux. Ils sont inscrites au Code de la santé publique. On a des centres de santé sexuelle en Haute-Savoie qui sont gérés par les hôpitaux, donc par voie de convention. Et c'est donc bien nos services PMI qui en assurent le suivi. Donc, on y propose évidemment des consultations de contraception, de suivi de grossesse, des entretiens familiaux, des dépistages sur les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, on reçoit donc les adolescents et les familles de manière plus large pour les questions de sexualité, de préparation à la vie de couple ou encore à la fonction parentale. Là, on vous invite donc à renouveler donc la convention qui nous lie avec les 4 centres hospitaliers donc, qui sont dépositaires d'un de ces centres de santé sexuelle. Et donc, on vous propose une convention de financement pour chacun d'entre eux pour un montant total d'1 166 683 €, donc pour l'année 2023, ces euros ayant été bien sûr prévus au budget primitif qui avait été voté en son temps. Donc voilà, vous avez la répartition pour les 4 territoires et c'est fait en prenant en compte bien sûr le nombre de salariés qui y travaillent et le nombre d'actions qui sont portées. Très bien, ça c'est super. Signature publique et je veux qu'on invitera la presse dans les 4 établissements et qu'il y ait une signature publique avec les 4 hôpitaux publics, s'il vous plaît, qu'on invite les conseillers départementaux des territoires concernés. Ça, c'est très, très important. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. L'unanimité, j'imagine, le conseil est éclairé. Je peux mettre aux voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Merci au pôle social. On passe au collège. Éducation. Monsieur le vice-président Mas, en associant Odile Maurice, Madame la présidente de la commission pour les collèges. Merci, Président. Donc, c'est une dotation complémentaire, puisqu'il y a déjà une dotation globale de fonctionnement qui a été versée pour les collèges publics. Là, il s'agit d'une enveloppe supplémentaire de 1 300 000 qui permettra notamment de pallier à la hausse du coût d'énergie, comme l'année dernière, ce qui avait été fait. Tous les collèges sont suivis, bien entendu. En fonction de leur fonds de roulement, on réinjecte et nous allons pouvoir réinjecter. Nous allons devoir plutôt réinjecter sur 36 établissements la somme de 1 224 000 € sur ces 1 300 000 € qu'on avait budgété. Voilà. Merci beaucoup. Madame Maurice, c'est tout bon? Vous avez vu ça en commission? Pas de problème pour les collèges? Le conseil est éclairé, je peux mettre aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Lorsque nous avions présenté le plan pêche amateur, c'est-à-dire au sens pêche du dimanche matin à la ligne, on s'était engagé à faire quelque chose pour les pêcheurs professionnels. On fait partie des départements qui ont la chance d'avoir 2 mers intérieures, le lac Léman et le lac d'Annecy, sur lequel il reste quelques pêcheurs professionnels, une poignée à Annecy et une grosse poignée sur le Léman. Et donc, on passe aujourd'hui des mesures spécifiques pour les pêcheurs professionnels. Madame la vice-présidente en charge de l'agriculture, Madame Donzel. Il est proposé un plan de filière pêche professionnelle aquaculture visant à attribuer des subventions aux professionnels
de la pêche et aux collectivités concernées par cette activité. Ce plan s'articule autour de 3 axes: la production, la transformation et la commercialisation. Il permet également de subventionner les investissements, les aménagements de places de port et des cabanes de pêche afin de maintenir une activité de pêcherie de lac. La délibération précise les cadres réglementaires, les modalités d'attribution et les taux d'intervention de ces demandes de subvention. Très bien, merci beaucoup. Il y a combien? Je crois qu'il y a deux professionnels sur le lac d'Annecy. Il en reste 2. Madame Munier Oui, il y en a 2. et sur le Léman? Alors, ils sont entre 70. Une cinquantaine sur le Léman, réellement. Très bien. Voilà. Et ben, derrière, bon, il y a des familles qui vivent. Et puis derrière, il y a toute une filière gastronomique dans les restaurants qui est très réputée. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose qu'on puisse leur donner un coup de main. Et pour certains, ça fait aussi partie du patrimoine. Enfin, si, on peut dire que ça fait partie du patrimoine local. Donc, c'est très bien. On ira à la rentrée, je crois, faire de la pêche en bateau. Alors, on n'ira pas tout, vu la taille des bateaux, on fera plusieurs bateaux. Hein, on n'ira pas tous sur le même bateau. Mais on ira faire un petit truc à la rentrée. Je crois que le cabinet est en train d'organiser ça. Allez, est-ce qu'il y a des questions sur le… Voilà. Monsieur Morand, vous déposez pas un dossier, il n'y a pas de pêcheurs professionnels sur le lac des Ilettes à Salanches. Hein. Moi, je veux bien avoir des filets de perche. On adore tous les filets de perche, à commencer par moi. Allez, pas de problème. Les journalistes, vous aurez le contenu du plan et puis on fera un truc au mois de septembre concret sur le terrain. Il faudra se lever de bonne heure le matin parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait y aller tôt le matin. Allez, pas de vote contre, pas d'abstention. Écoutez, je vous remercie. De la même manière, on a beaucoup parlé des gros ovins, des ruminants, donc les gros, c'est-à-dire les vaches, qui représentent à peu près 80% de l'activité de l'agriculture au Savoyard, avec une chance avec les produits laitiers qu'on connaît tous. Mais dans l'agriculture des ruminants en Haute-Savoie, on avait pris l'engagement aussi, parce que c'est la réalité, de ne pas oublier 2 filières qu'on appelle les petits ruminants, à savoir les moutons et les chèvres. Et donc, je remercie Madame la vice-présidente de l'agriculture, la commission, Magali Munier, et puis Madame Duliège, qui elle-même est une spécialiste de la filière caprine, qui ont bossé sur répondre. Ce n'est pas colossal, mais c'est important. On va répondre à des besoins spécifiques des 2 petites filières de ruminants. Et comme Madame Duliège est exploitante caprine, on a inversé. C'est Madame Duliège va présenter les moutons et Madame Donzel présentera les chèvres, de manière à ce que si jamais Madame Duliège doit déposer un dossier, qu'elle ne soit pas taxée de conflit d'intérêts. Voilà, vous savez tout. Madame Duliège pour le plan ovin. Oui, merci Président. Il s'agit de soutenir et encourager le développement de la filière ovine avec des modes de production de qualité, modernes, responsables et veillant au bien-être animal, mais aussi des éleveurs. Donc, ce plan, il priorise 3 axes dédiés à l'investissement du petit matériel et des petits équipements. Donc, l'axe 1, préserver l'état sanitaire des troupeaux en améliorant les conditions de vie animale. Axe 2, préserver l'environnement, espace et espèces. Et l'axe 3, améliorer les conditions de travail en transformation et commercialisation des produits. Ce sont les exploitations ovines situées en Haute-Savoie, qui ont le siège social en Haute-Savoie et affiliées à la mutualité sociale agricole. Et le plancher de subvention, c'est 500 €, le taux de subvention à 40% qui peut être bonifié pour les nouveaux installés ou les sièges d'exploitation situés en zone de montagne. Vous êtes demandé d'approuver ce plan ovin prévu pour la période 2023-2028. Merci beaucoup. Monsieur Morand. Moi, j'ai eu la chance de faire mon marché comme tous les samedis à Salanches et j'ai rencontré un éleveur qui était à Notre-Dame-de-Bellecombe qui s'est fait encore dévorer 12 chèvres par les loups. Il couche dans le champ et on ne pourrait pas acheter des fusils pour tirer les loups. Parce qu'il y en a marre. Et je pense que les agriculteurs, ils en ont marre et on les prend pour des cons. Et en fait, faire de l'élevage aujourd'hui, c'est impossible si ça continue. Voilà. Et moi, je voudrais qu'on l'entende une fois pour toutes, parce que même là, il a des patous, là, tout, et les loups s'amusent à tout faire bouger, et il dit bon. Voilà. Donc, moi, je suis prêt à payer des fusils. Alors, Monsieur Morand,
Pour tirer le loup. Alors, attendez, s'il vous plaît, il y a deux dossiers. Il y a le plan ovin, et puis il y a la question de M. Morand. M. Morand, je vous rappelle qu'en ce qui concerne les loups, la décision de prélèvement dépend du préfet et que je maintiens, tant que je serai président, je ne veux pas embarquer le département sur des prérogatives ou des décisions qui ne dépendent pas de nous, parce qu'au-delà de la littérature puis des grands discours, voilà, c'est pas utile. Par contre, vous avez raison, il y a un vrai problème, et je rappelle, pour faire court, que le département a financé pour la première fois en France une étude exhaustive via des caméras, des photos, avec la chasse, avec le monde agricole, et qu'on a obtenu une reconnaissance que, en fait, là où l'OFB disait qu'il y avait entre 40 et 50 loups, maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a entre 80 et 100, et ça c'était l'année dernière. Donc, vu au rythme où on tire dans ce département, forcément, il y en aura sûrement 120 ou 130 l'année prochaine, mais en tout cas, ça c'est déjà une victoire. Ça c'est grâce au département et à la Fédération de chasse, aux agriculteurs qui ont… Voilà, mais nous on a financé à hauteur de 300 000 € tous les pièges photos. Et deuxième chose, pour répondre à votre question, je vous rappelle, M. Morand, que vous avez voté dans cette enceinte une aide du département à l'association des lieutenants de louveterie pour financer les équipements qui permettent aux lieutenants de louveterie, lorsqu'ils ont une autorisation de tir, de mettre en œuvre correctement les autorisations de tir. Donc, votre remarque de financement des moyens matériels est déjà effectif. Le département finance les moyens effectifs. Après, c'est comme ça. Parce que les bêtes montent tard en estive, parce qu'on n'a pas une culture dans le département, il faut que c'est en train de s'améliorer. À l'heure où je vous parle, la Savoie a tué 16 loups. À l'heure où je vous parle, la Savoie a tué 16 loups et nous, on est à 2. Donc, oui, effectivement, il y a un petit problème, mais je peux vous dire que le préfet est plein de bonne volonté sur le sujet et il faut tout moderniser, le système de tir, parce que ce n'était pas dans la culture de ce département. Donc, on va y arriver, mais on part de très, très loin. Et voilà, on m'a encore envoyé une photo ce matin à 7 h. Hier après-midi, 14h30, en plein milieu du plateau des Glières, j'ai la photo, en plein milieu du plateau des Glières, il y avait un loup à 14h30 qui se baladait au milieu du plateau des Glières. Et je vais juste rajouter que l'éleveur, il est de La Roche-sur-Foron. Oui. Son entreprise, l'agriculteur de La Roche-sur-Foron. Allez, M. Morand, il faut… Donc, il est en Haute-Savoie et à un moment donné, ras-le-bol. Monsieur Morand, vous m'avez déjà fait le coup ce matin. Faites attention, je vous le dis les amis, parce qu'on est en séance publique, la presse, la parole est libre, hein, bien évidemment, mais Monsieur Morand, quand vous venez de faire ce que vous venez de faire, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, pour ne pas dire de l'amour que je vous porte depuis 20 ans, cher ami Georges. Il y a des gens qui ont bossé pendant 6 mois sur un plan, sur le plan ovin. Marie-Louise, Fabienne, avec le syndicat des ovins, des machins, des trucs. Il y a Georges Morand qui arrive, et plouf, il vous balance le loup entre les pattes. Bilan des courses, qu'est tenté de faire la presse dans le compte-rendu? C'est pas de parler du plan ovin, mais de parler de Georges Morand qui est intervenu sur le loup. Voilà. Donc, les amis, faites gaffe. Ça, vous savez, c'est comme vous êtes au bord de l'eau, vous êtes en costume cravate, puis il y a un gamin qui passe et qui te balance un caillou juste à 1 mètre au bord de l'eau. Et puis, voilà. Et puis, vous en avez plein les pantalons. Donc, vous avez raison, M. Morand, parce que je pense que ce que vous dites est partagé, je crois, par une très large majorité de conseillers départementaux. Mais s'il vous plaît, il y a un gros boulot qui a été fait sur le plan ovin, et c'est très important qu'on aide les exploitations ovines. Et puis que par ailleurs, le département a fait un gros boulot sur le loup et on continuera de le faire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à la dernière CP, on a revoté 50 000 € pour reconduire le comptage, parce que comme il n'est pas pris en compte, on a revoté, vous avez tous revoté 50 000 € pour refaire le comptage en l'hiver prochain. Et les abris bergers. Je rajoute juste une chose, je trouve que le loup est intelligent. Ah ben ça, s'il a survécu… Et j'admire sa stratégie. Ouais. Et il est peut-être un peu politique. Allez. Est-ce que sur les ovins, c'est une filière qui est importante et qui sera très importante aussi avec le projet d'abattoir public à l'avenir. Allez, tout le monde est d'accord? Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Eh bien, je vous remercie. Et je passe la parole à Madame Donzel, Madame la vice-présidente, pour la partie caprin. Voilà, pour la partie caprin aussi, donc comme on a vu le plan ovin, il y a un plan de filière qui vise à attribuer des subventions aux professionnels de la filière caprine. Donc, on devait, là, mais au vu de la météo, on va annuler, signer ce plan caprin sur une exploitation d'alpage cet après-midi, mais on reportera ça.
Donc, dans ce plan, le but, c'est de soutenir les investissements de petits matériels pour ces exploitations, passer les aides à 40%, qui étaient à 30%, de les passer à 40%, et attribuer une bonification aux nouveaux installés, aux jeunes. Donc, fixer, puis voilà, pour rendre éligible le matériel neuf et d'occasion et préinstruire les demandes en lien avec le syndicat Caprin. Donc, voilà, c'est un accompagnement qui est bienvenu sur le terrain par rapport à ces petites exploitations. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est très important également. Et c'est des petites exploitations, ça diversifie, ça demande moins de surface. Voilà. Ça demande moins de surface, donc c'est un bon complément par rapport, voilà. Et puis, on sera bien content d'avoir les moutons et les chèvres pour continuer d'entretenir les riutes où les vaches ne peuvent pas aller. Parce que ça, je le dis à la presse, la carte postale de la Haute-Savoie et les pistes de ski, elles sont entretenues gratuitement, entre guillemets, par les vaches, les genisses. Mais quand c'est bien riute, il n'y a que les chèvres et les moutons qui peuvent y aller. Et en plus, ça bouffe, c'est un peu moins sélectif que la vache laitière au niveau de voilà. Et donc, demain, si on n'a plus d'agriculture en montagne, c'est la carte postale qui disparaît, c'est la forêt qui prend la place, ou alors, il faudra des tonneaux d'argent public pour remplacer les éleveurs. C'est ça la réalité. Donc, les aménités indirectes apportées par tout ce monde, petits ruminants, grands ruminants, il est complètement et totalement sous-estimé par rapport à ce qu'il apporte à la Haute-Savoie, au-delà des seuls produits de qualité. Allez, je suis désolé pour l'éleveur ce soir, mais comme c'est en plein air, on ne va pas aller se faire foudroyer en montagne pour présenter le plan Caprin. D'autant plus que l'exploitation est petite, on ne peut pas être à l'intérieur. Donc, je vais appeler les exploitants pour m'excuser, mais on va reporter, c'est plus sérieux. Monsieur Beaugrasset. Non, c'est pour le côté sympathique. Je remercie le président d'avoir utilisé un terme franco-provençal en disant les riutes. Et donc, pour la traduction sténo, vous mettrez entre parenthèses, c'est une forte pente. Mais merci. Todray dans le pentu. Voilà. Effectivement, tout le monde savait, les riutes, on a tous dit ça quand on était gamin. Voilà. Et puis ça permet, je ne sais pas, il y a Internet, là, c'est en direct sur Internet ou pas? Oui, ça permet de s'adresser à tous nos amis qui viennent en vacances ou tous ceux. Ce matin, franchement, les 800 000 personnes qui sont en vacances en Haute-Savoie, vu la météo, mais ils sont tous connectés. Ils rêvaient de suivre l'Assemblée départementale de la Haute-Savoie. Et donc, voilà, on a un patois, effectivement, et le spécialiste est M. Beaugrasset. Allez, le conseil est éclairé, je peux mettre au voix. Madame Duliège. Je ne prends pas part au vote. Voilà, Madame Duliège ne prend pas part au vote. Elle n'a pas participé au débat. Merci beaucoup à la commission, Madame Munier, et puis à la vice-présidente. Le conseil est éclairé, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Agriculture, convention de paiement sur les aides régionales cofinancées par le département, les fonds européens. Madame la vice-présidente Donzel. Oui, en séance du 12 décembre 2022, le département avait délibéré en faveur d'une convention de paiement relative aux aides qui sont maintenant régionalisées, cofinancées bien sûr par le département et le FEADER dans le cadre du plan stratégique PSR 2023-2027 entre la région Rhône-Alpes-Auvergne, l'ASP et le conseil départemental. Donc, l'agence de services de paiement et la région sollicitent une modification de la délibération relative à la convention de paiement de ces aides. Voilà, très important. Vous verrez, il y a un paquet d'aides, là aussi, politique volontariste du département. Je rappelle que ce n'est pas une compétence obligatoire et que si le département y va, c'est parce qu'il souhaite y aller et que la région accepte que le département y aille et qu'on travaille en bonne intelligence pour optimiser les pourcentages d'aide aux agriculteurs en lien étroit avec l'État et la région. Il n'y a pas de… Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de… Le conseil est éclairé, je peux mettre aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Je passe la parole au vice-président en charge de la voirie pour la proposition de la répartition des amendes de police. Et comme, avant de lui passer la parole, et comme je vois que depuis ce matin, M. Morand est en grande forme, je tiens à éclairer l'Assemblée au préalable pour rappeler à cette noble Assemblée que nous ne distribuons aux amendes de police que pour les communes de moins de 10 000 habitants. Ce qui veut dire que Salanches n'est pas dans le tableau. Ouais, mais chaque année, il me fait le coup.
Anaïs Vullier, désormais, vous ne mettrez pas de séance publique du département les jours où il neige ou les jours où il y a de l'orage. Ou alors vous demanderez à M. Morand de ne pas venir, dans les deux cas. Je passe la parole à M. Tardy. Ah, M. Davier. Oui, Monsieur le Président, moi j'aurais bien voulu savoir combien la ville de Salange touche d'amende de police. Allez, arrêtez. Monsieur Tardy, c'est un peu la fin de l'année. Je le dis à ceux qui nous regardent sur Internet, c'est la dernière séance avant l'été. On a aussi, nous, le droit d'être très sérieux, mais de passer un petit moment convivial parce qu'on ne l'a pas volé, je le dis, et on a tous envie de se reposer un peu comme ceux qui nous regardent qui sont en vacances. Monsieur Tardy. Oui, comme l'a précisé le président, donc on parle ici des amendes, du produit des amendes donc à répartir pour les communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants. Il s'élève pour l'année 2022 à 2 205 000 €. Par le biais de ce fonds sont financés, je le rappelle, des projets de sécurisation situés sur voies communales ou routes départementales et portés par les communes. Ça a représenté 180 dossiers sur l'année. De plus, sont différenciés lors de l'instruction les projets d'aménagement réalisés sur voies communales et ceux sur routes départementales, en finançant bien évidemment davantage ces derniers. Les projets de sécurisation portés par les communes qui consistent en l'aménagement de carrefours à feu font l'objet d'un financement renforcé. Ça représente 11 projets cette année. Vous savez que c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place pour arriver à réguler la vitesse, parce qu'on s'aperçoit que mettre des clignotants, mettre différents obstacles, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est les feux et c'est la peur du gendarme. Donc, il y a 11 projets sur cette année qui sont financés à 80%. Les taux de répartition entre voies communales, voies départementales et routes départementales hors agglo vont de 30 à 40%, et donc 80% pour les carrefours à feu. Que vous dire de plus? Donc, il est demandé effectivement que les critères de répartition de la dotation au taux de participation et plafond arrêté donc pour l'année 2022 soient approuvés donc par l'Assemblée, et donc de retenir la liste des propositions pour la répartition des produits des amendes de police que vous avez. Je ne vous le détaille pas, il y en a quelques pages, il y en a pour tout le monde, pour tous les cantons. Voilà, 181 dossiers au total, 180 dossiers au total, je le rappelle. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Tardy. Monsieur le vice-président, j'associe Daniel Desplantes, qui n'est pas là à la commission d'abord, parce que c'est un travail fastidieux. Et je les remercie. Moi, voilà, je n'ai pas mis mon nez dedans. La seule chose que j'ai demandé, c'est que ce soit réparti équitablement sur l'ensemble du département, ce qui a été fait. Donc, merci, Monsieur le vice-président, et merci aux membres de la commission qui s'y sont collés avec les services. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ça représente pour la presse 2 200 000 € à la louche d'amendes de police qui sont rétrocédées pour financer de la sécurisation de voiries dans les petits villages de Haute-Savoie. Et la loi dit que c'est le département qui doit faire la répartition. Pas de questions, le conseil est éclairé. Je mets aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Dossier très important, probablement ça ne veut pas dire que le plan pêche et puis le Caprin au vin, mais enfin là, c'est probablement le dossier le plus important de la matinée. En accord avec Lionel Tardy, que je remercie pour son concours, je vais le présenter pour plusieurs raisons, parce que ça concerne la vallée de l'Arve, et puis parce que je me suis sacrément battu. C'est un pré-arbitrage du contrat de plan État-région. Le fait que nous délibérions ça ce matin, je le dis aux élus qui irriguent le territoire de La Roche-sur-Foron, canton de La Roche-sur-Foron, canton de Bonneville, canton de Cluse, canton de Salanches et canton de Chamonix, c'est l'assurance, puisque si je passe cette convention, il y a la région dedans, c'est l'assurance que la modernisation de la voie ferrée de la vallée de l'Arve sera dans le futur CPER. C'est un moment historique. Voilà. Je voudrais rappeler devant la presse que le réseau ferroviaire de la Haute-Savoie remonte à début du siècle d'avant, 1900 et des brouettes, il faudrait retrouver la date, mais je crois que c'est juste avant la Première Guerre mondiale, et que pendant un siècle, il n'y a pas eu 1 euro d'investissement de travaux faits sur le réseau ferroviaire de Haute-Savoie. Pas un. C'est le Léman Express, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Robert Borel, et c'est sous l'impulsion de Robert Borel qu'a porté pour la partie française le Léman Express, qui a déclenché la modernisation du réseau ferroviaire de la Haute-Savoie. Cette modernisation, elle a eu une première tranche dans laquelle l'équipe précédente, je n'étais pas là, au département, a joué un rôle prépondérant, puisqu'il y a eu une modernisation de la partie Genève-La Roche-sur-Foron, en passant par Régnier, Annemasse-Régnier. Le département, l'équipe précédente, donc je salue l'ancien président et les conseillers départementaux qui étaient là le mandat précédent, ont eu l'intelligence sur une compétence qui n'était pas la leur,
de mettre 100 millions d'euros sur le Léman Express pour moderniser la voie ferrée qui va à Évian et pour moderniser la voie ferrée qui va jusqu'à La Roche-sur-Foron et moderniser les passages à niveau, sécuriser les passages à niveau de Annemasse et Régnier et 2 qui sont en cours, 3 alors avec le dramatique accident d'Allinges, mais 2 autres qui vont être faits dans le cadre de l'autoroute Machilly-Thonon. Et sans les 100 millions d'euros qui ont été votés à l'époque par le département, eh bien, le projet n'aurait pas pu se faire, voilà, alors que ce n'est pas une compétence. Voilà. Aujourd'hui, dans le CPER, on vous propose, et c'est l'objet de cette présente convention, pour anticiper, pour ne pas freiner les études, de poursuivre dans le même objectif de ce que les autres ont fait avant, c'est-à-dire, puisque ça a été modernisé en priorité vers le Chablais, dont la voie ferrée est modernisée. Les travaux sont finis, il reste les passages à niveau puis les gares. Mais la modernisation s'est arrêtée à La Roche-sur-Foron. Eh bien, on vous propose de continuer et de lancer les études et de participer financièrement à l'étude de la modernisation de la voie ferrée qui va de La Roche à Le Fayet-Saint-Gervais et qui permettra à Madame Termos, bien évidemment, dans la foulée, de moderniser, même si la voie est compliquée parce qu'elle est spécifique, elle est métrique, ce n'est pas des trains normaux, la voie ferrée qui monte à Chamonix. Voilà. Cette étude, il y en a pour 14 millions d'euros et donc il est proposé une répartition entre l'État, la région et le département. Voilà. Et je peux vous assurer qu'en ce qui concerne la région, je ne vais pas anticiper sur le CPER, mais retenez bien mes propos de ce matin. Et j'associe Christelle Pétex, David Ratsimba, Agnès Gay, Jean-Philippe Masse, Marie-Antoinette Métral, Catherine Julien, Georges Morand, Jean-Marc Payex et puis Aurore Termos. Quand vous verrez le contenu du CPER sur l'ensemble des départements de la région, quand vous verrez le contenu du CPER sur l'ensemble des départements de la région, et quand vous verrez ce que la région va mettre sur la modernisation des voies ferrées, ça, on votera ça dans 6 mois. Vous comprendrez mieux la valeur de mes propos ce matin. Parce qu'au regard du nombre de projets comme celui-là qui seront inscrits dans le CPER ailleurs, vous comprendrez mieux, moi je le sais, mais je n'ai pas le droit de le dire, mais vous comprendrez mieux la valeur et la chance qu'on a. Voilà, je voudrais vraiment très sincèrement remercier le président Wauquiez parce que ce qu'il fait en Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il va le faire parce que la région est aussi investie très fortement dans le matériel ferroviaire. Et ce département, qui est le seul département de France à acheter des trains, avec le train de la mer de glace et le TMB, eh bien, on sait que rénover les voies, ça coûte cher. Mais alors, putain, acheter du matériel ferroviaire, c'est le pompon. Hein. C'est de la folie. Les trains, ça coûte une blinde. Et donc, la région va mettre le paquet sur le matériel ferroviaire. Et la région va dire, bah, écoutez, il faut que les territoires se bougent pour financer la partie voie ferrée. Et nous, on a l'assurance que sur le tronçon La Roche, Saint-Gervais, on parle quand même, je le dis aux journalistes, de 260 millions d'euros de coûts travaux. 260 millions d'euros de coûts travaux, avec un calendrier précis que je ne dévoilerai pas aujourd'hui, mais c'est l'objet de cette présente convention et de cette étude, de manière à ce qu'on puisse inscrire les sommes dans le CPER et que ce soit réalisé dans un délai qu'on vous dévoilera au moment du CPER, mais que je qualifie de plus que raisonnable et d'une chance extraordinaire pour la Haute-Savoie. Il n'empêche qu'on a à l'esprit la modernisation nécessaire et les études nécessaires entre Rumilly et Annecy, la rénovation de la gare d'Annecy, les études sur l'axe qui part Annemasse-Saint-Julien, la voie ferrée, je l'ai dit, qui monte à Chamonix, Aurore, qui sont des projets qui seront aussi dans le CPER, mais probablement sous des formes différentes. Le dossier le plus près au sens abouti, le dossier le plus abouti, et surtout celui qui a le plus grand nombre de pendulaires en Haute-Savoie, c'est incontestablement la vallée de l'Arve. Je le dis aux journalistes, on a une étude qu'on peut vous fournir qui a été faite par le département parce qu'on oriente nos investissements en fonction des études. Il y a 150 000 pendulaires sur l'axe dont on parle, Saint-Gervais-Genève, 150 000 pendulaires. Et le deuxième pendulaire le plus important, c'est Annecy avec 100 000 pendulaires. Et la gare d'Annecy est la gare la plus importante du département de la Haute-Savoie. On pense spontanément que c'est Annemasse. L'axe le plus pendulaire, c'est l'axe de la vallée de l'Arve, il n'y a pas à discuter avec les frontaliers, entre le décolletage, le frontalier et le tourisme. Et la gare la plus importante, c'est Annecy. Donc mes collègues élus, au moment du CPER,
je vous inviterai à parler avec votre cœur, ce qui est bien normal, mais au-delà de parler avec le cœur, quand on est des décideurs publics, on oriente l'argent en fonction des priorités. Et les priorités, c'est les pendulaires et c'est le nombre de voyageurs dans les gares qui le dit. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres projets, mais ça veut dire que comme il n'y a pas de l'argent pour tout faire en même temps, on ne va pas tourner autour du pot, hein, il faut hiérarchiser. Et comment est-ce qu'on fait la hiérarchie? On fait 1, 2, 3, 4 en fonction du nombre de pendulaires et du nombre de gens qu'il y a dans les gares. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais pas faire autrement. Hein. Alors, en plus, je termine pour dire que j'en parle librement. Ce n'est pas nous qui avons la main. Nous sommes partenaires. C'est une compétence de l'État et de la région. Donc, c'est l'État et la région qui fait le classement. Et après, on décide de y aller ou pas. Je vous propose de continuer à y aller comme les équipes précédentes y sont allées sur le truc. Pour faire à l'inverse, je vous le dis tout de suite, hein, on n'y va pas. Il n'y a pas un projet en Haute-Savoie. Hein. On n'y va pas, il n'y a pas un projet en Haute-Savoie. Hein. Donc, voilà, grosso modo, je suis en train de boucler les accords de financement un peu partout à 30%, 30%, 30%. S'il n'y a pas les 30% du département, ce n'est pas compliqué. On n'a pas 1 centime d'euro de modernisation dans le ferroviaire. Ce serait ballot de ne pas poursuivre l'élan qui a été créé par l'équipe précédente. Moi, j'ai joué mon rôle à l'époque en tant que député, puis en tant que vice-président de la région. Et je remercie les parlementaires, nos 2 parlementaires, dans la maison, Madame Petex et Madame Duby-Muller, qui a dû partir, qui soutiennent, avec Virginie, on a soutenu l'élan express en d'autres temps, en tant que député, mais sur qui on peut compter, qui s'engagent très fortement pour être nos relais à Paris sur des dossiers où je ne vous explique pas. Hein. Il y a 600 millions d'euros d'arbitrage budgétaire sur l'échelle de la région. Il doit y avoir pour 4 à 5 milliards de travaux. Hein. Donc, je peux vous assurer que cette convention, on est allé la chercher avec les dents. Hein. Donc, merci beaucoup au président de la région et les relations qu'on a avec le président de la région, elles n'ont pas fait de mal, quoi qu'on dise du président de la région. En tout cas, si certains en disent des choses. Allez, j'ouvre le débat. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour compléter, je tiens à souligner que c'est attendu depuis des années. On s'est battu, en effet, même lors de l'ancien précédent mandat. D'ailleurs, on n'y croyait plus vraiment. Donc, merci beaucoup. Je pense que tout le monde se réjouit et a hâte de voir aboutir ce projet. Peut-être quand même insister sur le fait que oui, il y a le Léman Express, oui, dans les flux pendulaires, il y a les frontaliers, mais n'oublions pas qu'il y a quand même aussi tous nos travailleurs au Savoyard, et il y en aura encore plus demain avec la modernisation. Et il y en aurait encore plus si on avait des trains sur ces voies, parce que c'est bien un problème aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de ce vote, de ces investissements, de cette étude, il faut vraiment qu'on se batte toutes et tous, parce qu'il y a des trains qui ont été enlevés, ils ne sont toujours pas remis. Et je pense qu'au-delà des travaux et de l'investissement, il faut qu'on ait une offre donc de transport en commun qui soit présente. Et puis, un complément aussi, parce que mettre en place des trains, c'est bien, mais on a fait un gros travail avec le département sur toute la mobilité douce et tout le maillage qu'on peut avoir autour des gares. Et on n'a pas attendu ces travaux pour que ça soit mis en place. Donc, ça sera vraiment complémentaire et très efficace une fois que tout ça sera présent en Haute-Savoie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur Morand. Oui, même si les loups sont sortis de Paris, ça n'a rien à voir. Il était temps que les politiques qui nous dirigent prennent vraiment conscience de ça. On ne peut pas parler d'environnement, on ne peut pas parler de développement économique, touristique et autres, sans être au top, et on était vraiment au flop. Et aujourd'hui, merci, parce qu'il y a tellement longtemps qu'on n'y croyait plus, qu'aujourd'hui, écoutez, si ça se fait, bravo pour les populations futures, parce qu'il y a plein de lycées, il y a plein de gens qui ont besoin de prendre le train, qui ne le prennent pas forcément parce qu'il n'y a pas de cadencement. Et aujourd'hui, c'est un développement, comme l'autoroute du Chablais d'ailleurs, essentiel pour le département. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Morand. Madame Catherine Cette Julien. initiative vient compléter le plan de protection de l'atmosphère que l'on a sur la vallée de l'Arve et qui est un incontournable aujourd'hui pour essayer de remédier à cette pollution de la vallée. Tout à fait. Et dans l'histoire, je peux vous dire, parce que voilà, le moment venu on dira, la fameuse lettre qui est historique, que j'ai écrite en partie à l'époque quand le président Macron est venu présenter l'OFB à Chamonix et qu'on ne l'a pas piégé, piège pas le président de la République, mais on a été malin et qu'on a signé la lettre, Éric Fournier, Laurent Wauquiez, Christian Monteil et moi, pour dire au président de la République, chouette, super, vous êtes le bienvenu en Haute-Savoie, merci d'avoir choisi Chamonix pour présenter l'OFB, mais vous ne pouvez pas venir
présenté l'OFB à Chamonix, annoncé la création de l'OFB à Chamonix. Au passage, il me piquait 400 briques sur les agences de l'eau, ce qui m'a quand même permis aussi de… Voilà, et de lui dire dans la lettre qu'à l'occasion de sa venue, il ne fallait pas qu'il oublie la modernisation de la voie ferrée de la vallée de l'Arve et qu'il fallait qu'il s'engage à hauteur de 70 millions d'euros, puisqu'à l'époque, ça valait 200 millions d'euros, donc 3 fois 7, 21. Je peux vous dire que si on n'avait pas fait cette opération et si on n'avait pas cette lettre en main, signée les 4, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne passerait pas la délib et le truc, il serait planté. Hein. Donc, moi, j'ai rappelé à tout le monde que quand on a signé une lettre, on tient ses engagements et je remercie l'État, le président de la République, je remercie le président de la région, parce qu'on a été mariole de faire cette lettre, mais là, je peux vous dire qu'elle m'a servi, sinon ce serait planté. Voilà. Et j'oublie pas Annecy, je le dis, la deuxième priorité, c'est incontestable, la deuxième priorité en termes de pendulaire et en termes de trucs, les amis, on a la chance d'avoir Annecy. Est-ce que vous vous rendez compte, la Haute-Savoie, la chance qu'on a d'avoir comme chef-lieu de département Annecy. Annecy, avec son lac, avec tout. On a la plus grosse gare du département, qui est à Annecy. Elle a besoin d'être modernisée. Donc moi, je me battrai, y compris pour avoir une majorité dans cette assemblée, pour qu'on n'abandonne pas Annecy et la voie ferrée Rumilly-Annecy et la gare d'Annecy méritent d'être modernisée. Oui, Monsieur Puteaux. Oui, cher Président, c'était justement pour rappeler ce point. Ce qui parfois peut faire de la peine, c'est que dans le précédent contrat de plan, le financement a été mis sur la table de la région, de l'État et du département quasiment à même hauteur que la région, de mémoire près de 50 millions d'euros, et les travaux n'ont pas bougé. C'est-à-dire que le plan de financement est là et la capacité à faire n'est pas là. Et donc j'espère qu'enfin, je le souhaite aussi pour la vallée de l'Arve, ça se traduise dans une mise en œuvre opérationnelle et on est parfois inquiet par les capacités de la SNCF à mener les travaux, puisque le doublement de la voie, si ma mémoire est bonne, non seulement le plan de financement est dans le précédent contrat de plan, mais il était dans le précédent contrat de plan. Donc c'est quand même relativement inquiétant pour la Haute-Savoie. Alors, on est d'accord, simplement une petite précision. Sur la vallée de l'Arve, le plan de financement n'était pas dans le précédent CPER. Il y avait des études, mais il n'y avait pas le plan de financement. Après, dans ce pays, tout ne fonctionne pas, mais il y a quand même des trucs qui marchent. Et il y a encore un truc qui marche, c'est quand il y a la signature du président de la République. Et le fait que sur ce dossier, puisque on s'est un peu partagé les gros projets, je veux dire, Lionel Tardy a assez à faire partout dans le département, Nicolas Rubin s'occupe de l'autoroute du Chablais, moi je m'occupe de ce dossier-là avec A40 Chasseurs. Je peux vous assurer qu'à chaque réunion, quand je commence à sortir le papier signé du président de la République, au niveau des services, ça fonctionne encore. Hein. Je ne parle pas des nôtres, hein, mais je parle de… Parce que là, vous avez SNCF Réseau, SNCF Gare, SNCF Mobilité. Faut voir un peu le cirque que c'est. Ça fonctionne. Voilà. Enfin, je précise que peut-être que des grands événements internationaux, l'UCI 2027, voilà, voilà, ce ne sera pas fait pour UCI 2027, je le dis. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne peut pas être fait, ça ne peut pas être livré pour UCI 2027, il y a 2 ans de travaux. Ça voudrait dire que les travaux démarrent en 2025, alors que là, on vote l'étude, ce n'est pas possible. Mais entre UCI 2027 et un éventuel autre projet dont vous avez entendu parler, qui est hypothétique, qui est machin, etc., mais ça donne la fenêtre de tir sur lequel on va veiller à ce que concrètement, voilà, et je peux vous assurer que les travaux seront faits. Oui, monsieur Tardy. Oui, pour préciser sur la ligne Aix-Annecy, donc les travaux sont estimés aussi, comme la vallée de l'Arve, 257 millions d'euros. Je rappelle qu'initialement, c'est le projet Aix-Annecy, que la Savoie s'est retirée. Maintenant, c'est Rumilly-Annecy, les 257 millions, avec doublement de la voie sur 5 km et réaménagement complet de la gare d'Annecy. Donc voilà, 250 millions d'euros. Allez. Donc, il reste 12,5% à financer, qui étaient financés auparavant, qui ne le sont plus. Donc, la question, c'est comment on répartit les 12,5% du projet. Et je le dis, aucun territoire ne sera oublié dans le CPER mobilité. J'ai déjà fait savoir, monsieur le préfet, le Chablais, il y a quand même A40 Chasseurs, qui est quand même la première tranche. Il y a quand même l'autoroute du Chablais, les contreparties de l'autoroute du Chablais, les 2 PN de Périgné et l'autre, c'est les 2 à Périgné. Et puis, j'oublie pas le débat qu'il y a sur une emprise ferroviaire qu'il y a sur Évian, mais qui est dans un calendrier beaucoup plus lointain. Mais on n'oubliera pas et on aura un débat de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et il y a peut-être aussi des solutions intelligentes entre le moment où ça se ferait et aujourd'hui. Est-ce qu'on fait rien?
ou est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on est le département, comment? Est-ce qu'on est offensif et est-ce qu'on propose quelque chose d'intelligent? Moi, j'ai des petites idées et je suis favorable à ce qu'on soit offensif et qu'on laisse quelque chose d'intelligent. Voilà. Et je le dis, il faut qu'on étudie aussi l'axe Annemasse-Saint-Julien. On aura le débat du CERN qui peut nous aider, puisque la boucle du CERN, ça va se préciser dans ces périodes-là. Tous ces grands événements et tous ces grands projets, il y a des gens qui se rendent compte, c'est normal. Enfin, je veux dire, je rappelle quand même que l'UCI 2027, vous avez vu dans le journal qu'il y a une candidature des Alpes françaises aux Jeux Olympiques. Il y a une candidature des Alpes françaises et de la France aux Jeux Olympiques. Moi, je me suis exprimé à titre personnel, et j'ai bien pris soin, vous avez lu, j'ai dit à titre personnel que s'il y a une évaluation de faire des Jeux Olympiques du Mont Blanc à la Méditerranée, j'ose espérer, au mois de septembre, que l'Assemblée départementale donnera son feu vert à ce qu'on fasse partie de l'évaluation. Et qu'à la fin de l'évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait pchit, il n'y a plus de candidature de la France, ou que si jamais il y a une candidature, on ne va quand même pas être bêta au point de laisser partir une candidature des Jeux Olympiques de la France d'hiver du Mont Blanc à la Méditerranée et qu'il n'y ait pas la Haute-Savoie, qu'on ne soit pas dedans, non? Et tous ces projets, et j'ai aussi un autre championnat du monde en tête, au-delà d'éventuels Jeux Olympiques d'hiver, au-delà de l'UCI 2027, des championnats du monde, de la boucle du CERN, puisqu'il y a un organe de presse bien intentionné et spécialisé dans le ski qui s'appelle Ski Chrono, que je ne citerai pas, qui a fait un article sur la question. Oui, on aura probablement un débat à l'automne sur une autre candidature d'un championnat du monde. Et tout ça mis bout à bout, ça doit nous permettre d'obtenir des crédits de financement pour moderniser tous ces projets qu'on n'aurait jamais eus. Ou alors qu'on aurait eu sur 50 ans, on peut peut-être les avoir sur 10 ans. Donc, il faudra l'expliquer tout ça aux gens. Parce que voilà, nous, on ne peut pas toujours s'exprimer, mais à partir de septembre, on va mettre la machine en route pour expliquer aux Hauts-Savoyards la chance que représente tout ça. Voilà. Et je rappelle qu'au passage, tout ça, ça fait vendre du reblochon. Allez. Oui, non, mais ça fait vendre des reblochons, mais pas des copies de reblochons. Pas des copies de reblochons, non. Voilà. Allez, énervez pas Marius Donzel. Donc, on y va sur la voie ferrée, la modernisation de la voie ferrée. On continue le département d'être partie prenante pour finir la modernisation. Et la région va s'engager, Madame Pétex, à acheter beaucoup de trains pour qu'il y en ait plus. Après, pour ce qui est des trains qui décident de l'État, ça ne dépend pas de la région. Allez, le conseil est éclairé sur la voie ferrée de la vallée de l'Arve. C'était pour un moment historique, très important. Sur la convention, là, il est noté, président, qu'il y a un comité de pilotage, etc. J'imagine qu'on aura quand même des sièges attribués et que une fois les études un peu avancées, on pourra quand même avoir une présentation à l'Assemblée départementale dans sa globalité de l'avancement des projets, parce que ce n'est pas sur notre compétence pleine et entière. Moi, je veux bien qu'on fasse de la solidarité, mais une étude à 14 millions, enfin 12 millions, on aimerait bien être tous là pour pouvoir entendre ce que ça, on est d'accord. Ça se dirige. Et d'ailleurs, vous aurez ce débat, on aura un débat sur le CPER, puisqu'on devra voter le CPER mobilité d'ici à la fin de l'année, qui fera débat dans l'Assemblée, puisqu'il y aura un débat, et donc on pourra prendre point par point, projet par projet, et avoir une explication de gravure. On fera venir SNCF Réseau, on fera venir tous ces gens-là pour qu'il y ait une présentation en Assemblée départementale. Et sans parler des grands débats à venir sur l'aménagement du territoire, le zéro artificialisation nette qui va aller avec, et l'inscription dans les documents structurants d'aménagement et d'urbanisme. Oui. Donc, là, pour le coup, en ce qui concerne le ferroviaire, c'est écolo. D'accord, journaliste. Ça ne consomme pas d'espace et c'est écolo puisqu'on modernise les voies existantes pour faire passer plus de trains, avoir plus de capacité et surtout que les trains soient à l'heure. Parce que, voilà. Allez, on y va. Le conseil est éclairé, on a largement eu le débat, on a quasiment fini l'ordre du jour. Le conseil est éclairé, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport social unique, il change de nom. Donc, il passe de rapport social unique à avant, ça s'appelait, je ne sais plus comment. Bref, allez, pas de problème, le conseil est éclairé, on l'a vu, pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Monsieur Président Rubin. Oui, c'est la délibération suivante qui concerne l'information, ça vous a été évoqué tout à l'heure à l'Assemblée, sur la prise en charge des dépenses engagées par le président du conseil départemental dans l'exercice de ses fonctions de représentation du département. Vous avez le détail sur les périodes, les crédits consommés. Voilà, c'est écrit dans cette délibération. Merci beaucoup. Je ne prends pas part au vote. Est-ce qu'il y a des questions?
Le conseil est éclairé, je peux mettre aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. J'avais une délib supplémentaire, mais je ne l'ai pas paumée. Quelqu'un peut me la donner? Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Christelle Beurier. Ah ben non, mais non, c'est la même. Ah ben c'est la même. C'est quoi? Ben, il vient de la dire. Il y en a deux? Moi, j'en avais qu'une, mais j'ai rien compris. La 15. Oui, ben, c'était la 15. Ben, c'était la 15. C'est bon. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'entrée que je modifie? Oui, il n'y en a qu'une de délib. Ajoutée. Ouais. Ouais. Ben, on a fini l'ordre du jour. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Reposez-vous, reposons-nous. On en a tous besoin. Merci à tout le monde. Bon été et au revoir.